principe, cette communication devait être présentée par le collègue professeur Khalif Rabi' de l'université de Annaba, et c'est lui qui est le coordonnateur au niveau de l'Est de la Commission nationale d'implémentation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Donc à travers cette conférence, on va aborder l'assurance qualité, donc des généralités, quelques notions générales, et puis quelques outils rapidement qu'on va survoler, puisque les outils seront utilisés beaucoup plus par la cellule assurance qualité. Donc ils ont la présentation et en même temps ils ont les coordonnées, on peut échanger et être beaucoup plus utile par rapport à cette cellule et l'accompagner dans sa démarche d'implémentation de l'assurance qualité au niveau de votre établissement. Donc tout à l'heure, à travers les images de tout à l'heure, donc on a axé beaucoup plus sur le sens de la collaboration et sur le sens de travail en équipe et l'importance de chaque élément dans le système. Et ici, on commence toujours par une image d'animaux. Donc ici il s'agit d'un chat qui se voit en quelque sorte comme lion. Donc je dirais qu'on doit toujours se remettre en cause, de ne pas être satisfait à 100%. Donc il n'y a pas quelque chose d'absolu, tout est relatif. Donc et en même temps il vaut mieux être acteur que spectateur. Donc c'est juste sous la photo, il vaut mieux vaut un imbécile qui marche mal que deux intelligents assis qui discourent avec brio sur les difficultés de la marche. C'est-à-dire, il vaut mieux être acteur qu'être spectateur. Donc c'est de là où il faut qu'il y ait engagement de chaque élément de la composante humaine de l'université. Donc aussi, Einstein a dit: la folie consiste à répéter inlassablement la même chose en s'attendant à des résultats différents. C'est-à-dire, si on rentre dans la routine et au bout de cette routine, c'est toujours l'échec, donc on ne doit pas s'attendre qu'il y ait succès ou qu'il y ait réussite du moment qu'on est en train de refaire la même chose, je m'excuse du terme, les mêmes erreurs et les mêmes bêtises. Alors la qualité, ce n'est pas l'affaire d'un individu ou d'une seule personne, mais c'est l'affaire de l'ensemble des éléments qui composent cet ensemble, c'est-à-dire de l'équipe. Donc nous avons besoin d'outils et de mécanismes. Et on va aborder un certain nombre, on va survoler plutôt un certain nombre d'outils et de mécanismes. Et il y a l'entraide. L'entraide, ça veut dire il y a collaboration et entre les différents éléments constituant donc cet établissement ou cette entité. Donc on va aborder un certain nombre de notions et outils de l'assurance qualité. Pourquoi? Et premièrement, pour s'approprier le référentiel national d'assurance qualité. Et deuxièmement, pour faciliter l'implémentation de l'assurance qualité dans votre établissement. Et on va voir tout à l'heure les étapes à suivre, de telle sorte à ce qu'il y ait réussite de cette démarche d'implémentation. Donc, je survole rapidement l'historique de l'assurance qualité au niveau de notre enseignement supérieur. Donc, comme vous le savez, il a été décidé en 2002-2003 la mise en place d'un nouveau système LMD concernant les diplômes, l'enseignement, la formation supérieure. Donc on s'est aligné par rapport à ce qui se fait à l'international pour faciliter la lecture des diplômes. Auparavant on avait technicien supérieur, DEA, DES, ingénieur d'application, ingénieur d'état, magistère, doctorat d'état. Donc c'était difficile, il y avait beaucoup d'équivalences et c'était en quelque sorte la lecture était plus difficile, donc il fallait unifier. Et ils ont pris donc à travers le processus de Bologne donc l'organisation de l'enseignement supérieur en 3 paliers, licence, master, doctorat. Et une fois que ce système a été adopté, le décret a été promulgué pratiquement 5 ans après.
C'est-à-dire, c'est au moment où les premiers masters ont été délivrés, en 2008, février 2008 exactement. Donc, avec ce système-là, il fallait un certain nombre d'éléments d'accompagnement pour réussir donc ce changement, cette transition du système classique au système LMD. Donc, à travers une réunion, un séminaire en 2008 au CERIST. Donc, il y avait tous les établissements qui étaient présents, les chefs d'établissement, avec à l'époque donc un élément qui a été désigné et par chaque établissement et qu'on appelait responsable d'assurance qualité. En 2010, il y a eu la mise en place donc, de la première commission nationale d'implémentation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, et puis silence radio jusqu'à 2011. En 2011, donc, il y avait le lancement du projet PAPS, la politique d'appui à la politique, programme d'appui à la politique sectorielle dans l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Votre établissement était présent et était partenaire et il était même pilote, je crois, le résultat R6 à la relation avec le secteur socio-économique. Moi-même, j'étais membre dans ce projet, enfin, à travers l'établissement CITIF 1. Et la même année, juste après 2012, il y avait le lancement des formations des responsables de l'assurance qualité. La CIACES a organisé donc un cycle de formation à l'échelle régionale, donc des responsables de l'assurance qualité au niveau des établissements. Donc des regroupements de 2 jours, 3 jours, mais qui s'étalaient donc dans le temps. Et pratiquement l'ensemble, c'était une moyenne de 21 jours à 25 jours en tout. En 2015, donc la première CIACES a terminé son mandat, donc il y avait renouvellement de la CIACES, et à partir de cette CIACES-là, elle a mis une feuille de route donc pour d'autres activités. J'ai oublié de le souligner, durant la formation des RAC, il y avait en quelque sorte, en parallèle, c'était de la formation dans l'action, donc la préparation de référentiel national assurance qualité. Et durant les formations, donc les RAC ont contribué à l'enrichissement donc, et la préparation du référentiel. Ce référentiel, dans sa version première, donc, a été la CIACES l'a remis au ministère et puis le ministère l'a fait valider par une agence d'accréditation d'assurance qualité internationale et il a été distribué par la suite aux différents établissements. En 2017, donc au mois de janvier 2017, la tutelle a demandé à tous les établissements de mener une opération d'auto-évaluation, et cette auto-évaluation, elle allait déboucher sur les plans, les projets d'établissement où ils ont demandé à ce que cela soit remis en juillet 2017, et puis en 2018, l'opération de l'évaluation externe, il y a eu 10 établissements qui ont été évalués par des experts nationaux et des collègues venus du Canada. Et en 2019, il y a eu reprise de formation des RAC, parce que je souligne, il y a beaucoup de déperditions, donc peu de RAC, donc n'ont pas trouvé l'appui nécessaire au niveau de leur établissement, du moment que la cellule assurance qualité n'est pas dans l'organigramme des universités, donc il y a eu beaucoup qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas trouvé l'appui nécessaire des responsables des établissements, certains établissements, je ne généralise pas. Et donc en 2019, il y a eu relance des formations. Nous avons assuré une formation à Constantine pour les RAC de l'Est en février 2019 et puis en octobre 2019 à Oran pour ceux de l'Ouest. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent pour les RAC je fais un clin d'œil à Madame la directrice de l'évaluation et de l'assurance qualité. Ça n'a pas été fait pour les RAC de la région centre. Donc voilà, il y avait beaucoup d'actions qui ont été menées dans le but d'implémenter l'assurance qualité dans les établissements.
Alors, on va voir maintenant c'est quoi la qualité. Comme vous le savez, depuis toujours, l'être humain a essayé de bien faire les choses, soit d'une façon artistique, soit dans le comportement, soit donc il cherche toujours à donner le meilleur de soi. Donc, généralement, quand on parle de qualité, c'est une notion subjective. Par contre, maintenant, on doit parler de qualité comme entité, comme élément mesurable, c'est-à-dire quantifiable. Alors, qualité qui va être quantifiée. Donc, retenez bien à peu près cette liaison entre qualité et quantification. Donc, si on définit d'une façon très très simple la qualité, c'est l'atteinte des objectifs. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure d'objectifs dans le projet de l'établissement. Si on fixe des objectifs et on arrive donc après un certain nombre d'activités, d'actions en réunissant les moyens, et après avoir évalué, on remarque que ces objectifs ont été atteints, c'est-à-dire traduits en résultats, ça veut dire que nous sommes dans la qualité. Donc la démarche qualité, ce n'est pas seulement l'amélioration des résultats, les performances de l'établissement, mais aussi l'amélioration de sa gestion, de la gestion de toutes les activités de l'établissement. C'est-à-dire l'élément gouvernance ou le domaine gouvernance est un élément clé parce que la gouvernance est transversale à tous les autres domaines. C'est-à-dire s'il y a mauvaise gouvernance, ça veut dire c'est tous les autres domaines qui vont se gripper. Par contre, la gouvernance, donc on doit la mettre en avant. Il ne peut pas y avoir une formation de qualité si la bonne gouvernance fait défaut. Donc la qualité aussi, d'une façon globale, c'est l'attitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Donc les exigences, ça peut être des buts, on se limite, on se fixe des exigences, on a des performances et on travaille pour atteindre ces performances-là. Même quand on dit une personne de qualité, ça veut dire que cette personne a des caractéristiques intrinsèques qui font que on peut dire que c'est une personne de qualité. Je reviens toujours à la roue de Deming. Donc l'expression assurance qualité, donc on va adjoindre maintenant à la qualité le terme assurance. Donc l'assurance qualité vise les stratégies, les procédures, je rejoins le collègue de tout à l'heure, et les actions nécessaires pour garantir un maintien minimum et une amélioration de la qualité. C'est-à-dire si on n'arrive pas à faire tourner la roue pour monter la pente de l'amélioration continue, au moins on la laisse à l'état. C'est-à-dire la cale que vous voyez derrière, c'est l'assurance qualité. C'est-à-dire chaque fois que la roue avance, la qualité fait de telle sorte, l'assurance qualité fait de telle sorte à ce que cette roue-là ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'il y a dégradation de la situation. Maintenant, un système qualité. Donc, qualité, assurance qualité, maintenant, système qualité. C'est l'ensemble de l'organisation, des processus et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le management de la qualité. Donc, l'organisation, le processus et les moyens. Le management de la qualité est centré sur la qualité. Il recherche la participation. Il recherche la participation de tous et vise le succès à long terme, c'est-à-dire à long terme, donc il y a derrière vision, il y a stratégie. Par la satisfaction du client. Le client, c'est qui? C'est l'étudiant. C'est l'étudiant, si on parle de formation, si on se limite le volet formation. La satisfaction du client et des avantages pour tous les membres de l'organisme ainsi que pour la société. C'est-à-dire on intègre l'organisme, c'est-à-dire les membres de la communauté universitaire, et nous avons en tant qu'établissement du supérieur une responsabilité sociétale, ça veut dire on doit répondre aussi aux attentes de la société en général. Les principes fondamentaux du management de la qualité, orientation vers le client. L'élément principal, c'est bien l'étudiant. S'il n'y a pas l'étudiant, il n'y a ni ministère,
ni établissement, ni recteur, ni doyen, ni vice-recteur, ni ainsi de suite. Donc l'élément principal, tout doit être réfléchi autour de l'élément principal, c'est l'étudiant. L'implication des managers. S'il y a un recteur qui n'est pas convaincu de la démarche qualité, ça ne peut pas marcher. Donc le premier responsable ou les responsables de l'établissement doivent être convaincus et impliqués dans l'implémentation de l'assurance qualité dans les établissements. L'implication du personnel. La conférence d'aujourd'hui, la journée d'études d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour sensibiliser, pour informer, de telle sorte à ce que les collègues des différents responsables soient imprégnés de cette vision de l'implémentation de l'assurance qualité, de telle sorte à ce qu'ils l'approprient pour la mettre en œuvre. Considération de l'approche processus, qui dit processus, donc des étapes par étape, des progressifs. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va implémenter la démarche qualité, mais au fur et à mesure, peu à peu, on met en place donc, la démarche qualité dans l'établissement X ou Y. Le principe de l'amélioration continue, ce n'est pas comme l'amélioration, si vous voulez, les résultats ne vont pas venir du jour au lendemain. Si on arrive, j'ai pris tout à l'heure l'exemple typique de l'échec des étudiants en première année et la deuxième année, si on améliore le pourcentage de passage de la première à la deuxième année fait un domaine quelconque de 5%, ou là de 1% chaque année, c'est déjà une amélioration. La prise de décision est fondée sur l'épreuve. J'ai dit tout à l'heure, si on fait une opération d'auto-évaluation et d'évaluation externe, c'est l'épreuve qui vont nous confirmer si ce que nous sommes en train de faire est juste ou on doit l'améliorer. C'est l'épreuve qu'on doit vérifier à chaque fois. Management des relations avec les parties prenantes. Les parties prenantes, ça peut être les parents, ça peut être la société, les entreprises, la tutelle, et ainsi de suite. Donc tous les éléments et les entités qui ont une relation directe ou indirecte avec ce que fait les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc l'expression assurance qualité, ça a été dit, je crois que c'est doublé, un système d'assurance est un moyen mis en place. Voilà, donc un système d'assurance qualité est un moyen mis en place par une institution dans le but de lui permettre de confirmer à elle-même premièrement et à d'autres concernés, ça peut être le secteur socio-économique, la tutelle, que les conditions nécessaires ont été mises en place pour que les produits puissent atteindre les standards que l'institution s'était fixés. Les produits, donc ça peut être ceux de la recherche, les diplômés, l'affaire. Donc un système d'assurance qualité, il est basé sur les trois outils qu'on a identifiés tout à l'heure, donc l'audit, l'évaluation et l'accréditation. Donc système, c'est l'ensemble d'éléments corrélés, on parle de système qualité, hein. Donc c'est l'ensemble d'éléments corrélés ou interactifs. Management, c'est activité coordonnée pour orienter et contrôler un organisme. Système de management, donc système permettant d'établir une politique et des objectifs et d'atteindre ces objectifs. Ce n'est pas seulement fixer des objectifs, mais travailler avec des actions, des activités pour pouvoir traduire ces objectifs en résultats. Alors, il y a deux types d'assurance qualité. Donc, il y a l'assurance qualité normative, donc comme son nom l'indique, normative selon les normes. Donc, c'est basé sur les performances et on cherche ici l'accréditation et la certification. Au niveau des établissements algériens, nous ne sommes pas dans cette situation, nous sommes plutôt dans la situation de droite. Nous sommes dans une approche formative, c'est-à-dire nous cherchons une amélioration continue de ces performances, donc à travers une évaluation continue et régulière, que cela soit donc en interne auto-évaluation ou une évaluation externe. Donc nous sommes beaucoup plus l'approche formative. Une fois que l'agence soit installée, l'agence d'assurance qualité, peut-être d'accréditation, je ne sais pas quel est
le nom qu'ils vont lui donner, peut-être elle va accréditer, donc il y aura un classement des établissements et il y aura des accréditations. Et on va voir tout à l'heure c'est quoi la différence entre évaluation, accréditation et audit. Donc il faut des outils dans les deux cas. Donc un référentiel, assurance qualité. Il faut, quand on mesure, même en métrologie pour les collègues de technologie, donc même pour la métrologie, il y a des mesures directes, mais il y a aussi des mesures par comparaison, c'est-à-dire des vérifications, sans aller jusqu'à la mesure, la quantification exacte. Alors maintenant, pour implémenter l'assurance qualité, on va parler du rôle de quelques éléments. Comme vous voyez, le rôle du chef d'établissement, il est primordial. Le chef d'établissement doit comprendre le processus de la qualité et aussi les travaux des comités. Je vous ai dit, pour notre cas, lors des réunions d'analyse et de diagnostic de la cellule assurance qualité, souvent le recteur, il venait au moins 1 heure, des fois toute la réunion, assister et participer. Et des fois, c'est le doctorant qui, à chaque fois on changeait le modérateur, le doctorant donnait la parole, y compris au recteur. Vous voyez à peu près la démarche participative. Le rôle de l'enseignant-chercheur, parce que c'est un élément clé aussi. Quand on va parler, on parle des missions, donc formation, recherche, si on rajoute la gouvernance qui est transversale, la majorité des acteurs dans ces 3 missions, c'est bien l'enseignant-chercheur. Enseignant, chercheur pour la recherche, et aussi en tant que dirigeant pour gérer une faculté ou un laboratoire ou un département. L'accompagnement des enseignants. Donc il faudrait que chez les enseignants-chercheurs, il faudrait qu'il y ait c'est comme en football, il faudrait qu'il y ait je sais pas, cet engagement d'appartenance à un établissement. Si je suis originaire de la wilaya de Béjaïa, mais je défends les couleurs de l'université de Sétif. C'est à peu près la même chose. Donc il faudrait que chaque élément soit, si vous voulez, soit fier d'appartenir à son établissement. Donc il faut, en quelque sorte, semer cette graine au niveau des nouveaux enseignants, au niveau des doctorants et ainsi de suite. Pour qu'ils travaillent, il faudrait que chaque élément comprenne qu'il est une partie indispensable à son établissement. Il faudrait aussi que l'établissement comprenne que chaque élément est indispensable pour qu'il gère son plan de carrière et ainsi de suite. Et sa promotion. L'innovation, on l'a dit tout à l'heure, l'innovation au sens large de terme, donc il faut toujours renouveler, chercher du nouveau. Qui dit nouveau, ça veut dire dans le sens positif, dans le sens de l'amélioration. La visibilité de l'établissement, parce que il y a comme outil aussi le benchmarking, donc on doit se comparer aux autres, mais on doit aussi être visible pour les autres, c'est-à-dire on doit faire savoir ce qu'on fait. C'est très important. C'est pour ça que je prends le cas de l'université de Msila, je me permets de prendre l'exemple. Il y a 3 ans, 4 ans, il ne figurait pas pratiquement dans les classements. Je parle beaucoup plus le classement Wabometrics qui fait introduire par rapport à THE les performances, mais aussi la présence sur le net. Donc ils ont mis le paquet pour la numérisation et se retrouvent dans le classement Wabometrics, donc en haut du classement des universités nationales. Donc ils ont utilisé une force pour faire valoir leur visibilité à l'international. Le monitoring, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des réunions régulières d'analyse, de diagnostic, ne serait-ce que, si vous voulez, des cercles de réflexion, des économistes au niveau des entreprises, je ne sais plus quelle est l'expression. Donc, chaque début de semaine, par exemple, ils se réunissent, les différents responsables de service, pour coordonner les activités de la semaine et mettre en place, donc, les actions à réaliser le laps de temps, avec ça peut être une semaine, 15 jours, il a akhir. L'ITIC, donc c'est un outil pour l'outil assurance qualité, c'est très important.
C'est-à-dire, tout à l'heure, le collègue a parlé de guide de procédure. Ce guide de procédure peut être en un clin d'œil dispatché déjà quand il est préparé à l'ensemble de la communauté universitaire. Le système d'information, le Progress, qui est un résultat, si vous voulez, un livrable du programme PAPS, ESRS. Donc c'est un système d'information intégré, c'est-à-dire il comporte l'ensemble, si vous voulez, des volets de la gestion de l'université. Ça va de la scolarité, les délibérations, les salaires, le personnel et ainsi de suite. La bibliothèque, il ne peut pas y avoir une université sans bibliothèque. Cette bibliothèque maintenant, ça peut être virtuel, ça peut être format papier et ainsi de suite. Maintenant, quelles sont les phases? On a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un processus, donc qu'il s'agit d'étapes progressives. Elles peuvent être successives, comme elles peuvent démarrer, si vous dites, les unes avant que l'autre ne finisse. Donc la phase de préadoption. La phase de préadoption, donc il s'agit d'information. Informer la communauté que l'université de Béjaïa va adopter, on ne va pas arriver à la charte qualité ainsi de suite, mais on va dire qu'on va installer une cellule, il faudrait que les gens soient informés, faire de la prospection, donc en informant, donc on peut avoir le retour, les gens qui vont se manifester et intégrer tout le processus. Et je viens juste d'avoir, monsieur le secrétaire général, un exemple, la pause café. Un de vos collègues ici présent, et il a dit, tiens, j'ai déjà ces outils-là, donc il va intégrer pratiquement l'équipe qui va peut-être conduire. Donc en informant, on peut avoir le retour, les gens vont se manifester. Donc faire intéresser les autres. La phase de sensibilisation, ça peut être conduite en parallèle avec l'information, et ça permet aussi de ratisser large, d'avoir le maximum de collègues et d'étudiants d'ATS. S'ils ne vont pas adhérer, au moins ils ne seront pas contre. C'est-à-dire si on ne les a pas avec soi, au moins on ne les aura pas contre soi. La phase d'apprentissage, c'est-à-dire après information, sensibilisation, il y a aussi la formation. Il faut former, et pour former, on ne va pas former tout le monde, mais avant formation, il peut y avoir structuration. Structuration, ça veut dire mettre en place des cellules appropriées, la cellule centrale, et les démembrements de cette cellule centrale comme première étape au niveau des facultés. La phase d'exécution, ça tombe bien pour l'université de Béjaïa, parce qu'il y a le programme PAPS, le programme de coopération ESAGOV. Il y a de la formation dans ESAGOV, il y a aussi l'accompagnement pour que les établissements préparent leur projet d'établissement, c'est-à-dire ça peut être la phase d'exécution, ça peut être aussi de la formation dans l'action. Les deux à la fois. Donc la cellule assurance qualité, CAC, a pour mission l'instauration progressive d'une culture d'excellence. Parce que l'assurance qualité, on vise l'excellence. Chaque fois, c'est comme les sports de performance, le saut en hauteur par exemple, chaque fois que le sauteur saute une hauteur, donc on élève encore la barre. Donc on fixe notre objectif et ainsi de suite. Donc il s'agit d'une culture d'excellence et de l'auto-évaluation à l'échelle de l'université. Donc il faut toujours se remettre en cause, même si on atteint, fait un classement, un niveau, on se compare comme première étape maintenant aux universités nationales, mais on doit dépasser ce stade. L'université qui est classée première doit se comparer à l'échelle régionale, africaine par exemple, à l'échelle mondiale et ainsi de suite. Donc chaque fois, il faut voir grand et mettre les moyens et régler, si vous voulez, l'orientation vers cet objectif. Donc comment la mise en place, comment le processus d'exécution, on revient tout à l'heure, c'est l'auto-évaluation, l'évaluation externe, c'est toujours les outils de l'assurance qualité. Donc ça peut être une évaluation programmatique concernant tout ce qui est programme, tout ce qui est, si vous voulez, formation, ou institutionnelle, donc on s'intéresse beaucoup plus à l'aspect gouvernance. Nous avons maintenant un outil, une référence de taille, c'est le référentiel national assurance qualité.
Donc ce que je recommande peut-être aux collègues de l'université, responsables de l'université, c'est déjà de diffuser ce référentiel assurance qualité à tous les responsables, à tous les services, avec peut-être une petite brochure pour expliciter c'est quoi l'assurance qualité, la démarche et si vous voulez ce que entreprend l'université de Béjaïa. Et vous avez cet outil, nous devons atteindre, quand on dit référentiel, donc il y a des références, c'est les objectifs que chaque établissement d'enseignement supérieur algérien tente d'atteindre. Ce n'est pas facile, mais au moins, donc, aller comme, dans cette direction. Donc, l'évaluation conduit à un rapport d'auto-évaluation et qui va servir par la suite de mettre en place donc, le plan d'action qui est une partie du projet de l'établissement. Donc, le changement, la gestion de l'enseignement supérieur initialement basé sur les ressources et les moyens doit désormais s'orienter progressivement vers une approche fondée sur les résultats. Qui dit résultats, donc des objectifs fixés, et quand on les réalise, ça devient des résultats. Monsieur le secrétaire général a bien mentionné la chose tout à l'heure. Donc auparavant, c'était est-ce que vous avez consommé le budget comme 98%, 90%, c'était beaucoup plus ça. Mais dorénavant, c'est une autre approche. Vous avez des résultats, des objectifs, c'est-à-dire un projet d'établissement. Vous avez des objectifs, vous avez mené des activités. Maintenant, est-ce que ces objectifs ont été atteints à 80%, à 100%, n'ont pas été atteints du tout? C'est comme ça qu'on doit raisonner par rapport à la démarche assurance qualité. Donc, adopter la démarche assurance qualité par les établissements, c'est promouvoir la culture de qualité dans l'enseignement supérieur. La culture qualité, ça veut dire la formation, la recherche, la gestion et l'appropriation progressive et participative de la nouvelle démarche. Si on implémente, ça veut dire on doit avoir l'adhésion des autres, par la suite la participation de l'ensemble, instaurer les bonnes pratiques. C'est très important, c'est-à-dire si une action est réussie, même si elle est isolée, dans un laboratoire, dans une faculté, dans un département, il faut que cette bonne pratique soit essaimée et généralisée à l'ensemble des entités de l'université. L'essaimage donc de la culture d'excellence, doter les facultés, les instituts, les services d'outils d'amélioration. Donc si on met en place les cellules d'assurance qualité, ce sera eux, là ce sera elles, les thermomètres, les baromètres, les instruments de mesure et de contrôle de toutes les activités, c'est-à-dire de la gestion et des résultats de cette gestion, que cela soit en formation, ou en recherche, ou la gouvernance. Maintenant, les obstacles possibles. Les obstacles, il y en a beaucoup. Donc, premièrement, manque de culture qualité. Si on parle d'évaluation, imaginons que la cellule d'assurance qualité se présente dans un service. Nous sommes, ils vont dire aux personnes qui se trouvent dans ce service, nous sommes venus vous évaluer. Vous imaginez la réaction. Donc ce n'est pas ça le sens de l'évaluation. Ça veut dire qu'il faut y avoir par la sensibilisation, information de tout. Quand on a parlé de l'auto-évaluation tout à l'heure, les différentes étapes, il y a une étape de préparation. Donc qui est dédiée à la préparation des documents, mais aussi à la diffusion de l'information et communiquer avec l'ensemble de la communauté, de la démarche, pour qu'il n'y ait pas réticence. Résistance forte au changement. C'est connu, c'est naturel, l'être humain a toujours, si vous voulez, a toujours peur du changement. Donc il préfère le statu quo que de prendre le risque de changer. Si on lui explique, si on informe, si on diffuse, si vous voulez, les informations justes, donc on peut donc gagner et avoir l'ensemble de la communauté avec soi. Impression du temps perdu. Ah, les gens disent, déjà, ça n'a pas marché. Donc ça ne va pas réussir. Donc avec la culture de l'échec, donc dès le départ, on ne se remet pas en cause, donc ça va, on continue dans l'erreur. La crainte d'être mesuré, évalué, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire les gens comprennent
que l'évaluation, c'est l'évaluation de personnes. Non, on n'évalue pas les personnes, on ne sanctionne pas les personnes, on ne donne pas des médailles aux personnes, mais si on évalue, c'est pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur les faiblesses, sur les failles, de telle sorte à ce qu'on puisse apporter les correctifs nécessaires et indispensables à toute amélioration. Mauvaise organisation entre les services. Le collègue tout à l'heure, on revient toujours, les procédures. Non-implication des personnes, notamment des responsables. On l'a dit tout à l'heure, le chef d'établissement, c'est valable aussi, même le chef de service. Si lui-même n'est pas imprégné, n'est pas, si vous voulez, engagé dans cette voie, c'est l'ensemble des subordonnés qu'il dirige qui vont être aussi dans la même direction. Donc c'est l'ensemble qui doit adhérer à la démarche. Manque de moyens humains, techniques, financiers disponibles, il a akhiri. S'il y a une cellule assurance qualité, donc le minimum, c'est aussi, premièrement déjà, quand on trouve des collègues et des personnes qui vont s'impliquer à adhérer dans cette cellule assurance qualité, c'est du bénévolat, ça veut dire qu'on doit leur offrir le minimum de moyens. Diminuer leur volume horaire ne fera que du bien par rapport aux activités de cette cellule. Mettre à leur place un bureau, un photocopieur, un ordinateur, data show, tout ça, c'est indispensable pour mener à bien, ne serait-ce que les activités de la cellule assurance qualité. Comment maintenant, comment réussir cette démarche d'implémentation? Donc, c'est une démarche participative. Je ne vais pas revenir sur chaque détail. La communication va être peut-être distribuée, donc vous pouvez avoir les détails. Donc, quel que soit le type de personnel, donc il doit y avoir quand même adhésion de l'ensemble de la communauté pour pouvoir, si vous voulez, implémenter cette culture de gestion participative, que cela soit la participation, la flotto-évaluation, les activités d'amélioration et ainsi de suite. Satisfaction, ça veut dire qu'on évalue, donc on va mesurer en quelque sorte le degré de satisfaction de chaque membre de cette communauté et surtout s'il ressent la sensation d'avoir participé à la réussite de l'opération maintenant ou à la réussite d'une activité ou d'une action. Des actions de motivation, donc va valoriser tout ce qui est bien. Si un département met en œuvre une action dans le cadre de cette démarche caridique, que cela réussit, il faudrait le mettre à la vitrine maintenant par rapport aux autres départements. Alors maintenant, on arrive les trois outils essentiels de la démarche qualité, de l'assurance qualité. Donc il y a l'audit. L'audit en général, donc elle s'intéresse des procédures et est-ce que ces procédures-là soient déjà bien choisies, soient pertinentes et en même temps soient bien appliquées et efficaces pour pouvoir traduire les objectifs en résultats. Donc l'audit, il s'agit de décrire les résultats et les procédures et non de donner, de quantifier des résultats. Contrairement à l'évaluation, quand on dit on va évaluer les étudiants, donc on va organiser des examens et on va contrôler en quelque sorte et mesurer le degré de perception des enseignements et des activités pédagogiques de ces étudiants. C'est-à-dire on donne par la suite une note sur 20 dans l'évaluation. Ça peut être aussi des notes de 1 à 5, ça peut être des degrés de satisfaction, moins satisfait, très satisfait, ainsi de suite. Ça peut être des notes de 1 jusqu'à 4 ou 5. Et donc il y a un résultat de la quantification, il y a mesure. Et cette mesure peut être traduite par des schémas. Généralement, c'est des représentations en radar, c'est plus facile à lire. Et directement, on voit, par exemple, ce qui va, ce qui ne va pas. Et on remédie à ce qui ne va pas, surtout on consolide tout ce qui marche. Et on rectifie tout ce qui ne marche pas.
Je ne vais pas détailler aussi, parce que certains détails sont destinés beaucoup plus à la cellule assurance qualité, c'est-à-dire aux membres de la cellule qui vont qui vont conduire toute la démarche d'implémentation, la d'auto-évaluation, la d'audit et ainsi de suite. Tout à l'heure, on a parlé d'obstacles par rapport à l'implémentation de la démarche qualité. La même chose aussi, il peut y avoir beaucoup d'obstacles par rapport à une opération d'auto-évaluation. Et vous avez devant vous un certain nombre d'obstacles qui peuvent ressurgir lorsqu'on va mener une opération d'auto-évaluation. Ça veut dire dès le départ, il faudrait planifier, programmer, bien préparer l'opération d'auto-évaluation de telle sorte à ce qu'on s'affranchit de la majorité de ces obstacles qui peuvent ressurgir lors de l'auto-évaluation. Donc l'audit, on l'a dit. Voilà. L'évaluation donne une note au résultat. L'audit, c'est la description des résultats en prenant en considération le processus mis en œuvre, et l'évaluation, donc il y a une mesure. L'accréditation, alors, l'accréditation, quand on dit l'évaluation, donc ça débouche sur une note, voilà, une mesure. Donc la question qu'on se pose, on dit, quel est votre niveau? C'est-à-dire les étudiants, par exemple, sont classés par ordre de mérite, la plus haute note, par ordre, si vous voulez, de mérite, mais la note la plus élevée, la note la moins élevée. C'est une évaluation. Maintenant, quand on parle de l'accréditation, c'est toujours les résultats, on mesure les résultats, mais pas une note attribuée. La question qu'on va poser, donc il y a une norme, il y a un minimum, on pose la question suivante: avez-vous le niveau requis? C'est-à-dire, est-ce que votre établissement a ce niveau-là? S'il a ce niveau, donc vous rentrez dans cette norme, donc vous êtes classé, vous êtes accrédité. Si vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là, on vous dit l'année prochaine, vous allez améliorer, vous allez travailler à améliorer la situation de telle sorte à ce que vous atteigniez le niveau requis pour rentrer dans cette catégorie de classement, là, cette norme. Voilà la différence à peu près. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit tout ce qui est audit et évaluation, nous sommes dedans. Par contre, l'accréditation, on ne peut pas parler déjà d'accréditation si au niveau national, on n'a même pas une agence d'assurance qualité qui va être, si vous voulez, celui qui va accréditer. C'est-à-dire, ce sera cette agence-là qui va être officiellement, d'une façon réglementaire, donc qui va attribuer, si vous voulez, ce label d'accréditation. Vous êtes établissement classé ici, on l'a ici, on l'a ici. Le tableau résume en gros les trois outils. Donc, vous avez la question qu'on pose, vous avez l'accent, il est mis sur quoi, et vous avez les résultats. Donc, c'est un résumé concentré de trois outils, la différence entre évaluation, audit et accréditation. Les outils de l'assurance qualité. Il y a énormément d'outils pour mettre en œuvre la démarche qualité. Et la majorité des outils sont empruntés du système économique, enfin des entreprises en particulier. Donc il existe de nombreux outils qui permettent donc de mener des analyses pour chercher les causes qui ont fait que les résultats ne sont pas atteints, ou les causes qui ont fait qu'il y a tel effet négatif ou tel effet positif. Donc aller agir sur les causes pour pouvoir améliorer la situation. Donc généralement, les collègues qui doivent être la cellule d'assurance qualité, parce que si on se trompe dès le départ du profil des personnes qui vont siéger la cellule d'assurance qualité, que cela soit celle centrale sous l'égide du recteur ou celle au niveau des facultés, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de critères qu'on doit prendre en considération lors du choix des membres de ces cellules. C'est très important. Donc il faut qu'il y ait un capital, que
C'est des gens qui savent animer, qui savent rédiger des rapports, qui sont engagés, dynamiques, qui ont un passé quand même positif à l'université, donc un capital à faire valoir. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre rien que les gens d'expérience, mais il faut intégrer beaucoup de jeunes. Et je vois, c'est un bon signe aussi par rapport à votre université. Donc impliquer, si vous voulez, il faut qu'il y ait relève. Donc c'est très important d'impliquer la démarche qualité des jeunes. Et notre tutelle a fait de telle sorte aussi que pour les nouveaux enseignants, les enseignants nouvellement recrutés, le programme, si vous voulez, de formation d'accompagnement, c'est plus juste, le programme d'accompagnement pour réussir leur adaptation, il y a toute une partie dédiée à l'assurance qualité. Maintenant, ces outils, cette démarche qualité, nous avons un document référentiel très très important, c'est-à-dire tous les établissements travaillent en fonction du contenu de ce document qu'on appelle le référentiel national d'assurance qualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le référentiel donc, est subdivisé en 7 domaines. Chaque domaine est subdivisé en sous-domaines. Ensuite, chaque sous-domaine est subdivisé en références. Chaque référence est subdivisée en critères. Les critères, ils jouent les indicateurs. Ensuite, les indicateurs, ils jouent les preuves. Donc, vous avez, je vous ai laissé l'année passée un document plus élargi parce que celui diffusé par la tutelle, il s'arrête à référence. Mais le document plus explicite, après la référence, c'est toujours le document de la tutelle. Hein. Il contient les indicateurs et les preuves. Que je souligne encore une fois, les indicateurs et les preuves peuvent être spécifiques à l'établissement, parce qu'il y a des différences d'un établissement à un autre. J'ai déjà projeté tout à l'heure la première conférence, si vous voulez, les statistiques du contenu du référentiel. Maintenant, les outils de la qualité. Donc, les outils de la qualité sont très nombreux. Donc, il y a le diagramme de Pareto, ça vient toujours de l'économie. Donc, 20% des causes sont responsables de 80% des effets. C'est-à-dire, si nous avons, par exemple, à évaluer le taux d'échec dans la première année. Donc, on va mettre en place, donc on va préparer des questionnaires et on va avoir des réponses et on va classer des questionnaires. On fait une dizaine de questions. Problème de langue, mauvaise adaptation, les cours sont mal donnés, manque de support pédagogique, donc un certain ensemble de réponses. Et en recueillant les réponses, donc on a les pourcentages, on classe, on met les pourcentages cumulés et on trace la courbe cumulée et on se dit 20% des causes, on va voir les 20% et on va agir sur les 20% les plus importantes, c'est-à-dire parce que l'impact sur les faits, je parle des causes, donc l'impact sur les faits est le plus grand, c'est-à-dire les 20 causes principales causent 80% de problèmes. Donc si on agit sur les 20% de causes, ça veut dire qu'on améliore rapidement l'effet. L'effet devient positif. Donc c'est très simple à faire. Donc les détails de la construction, ce que je viens de dire rapidement. Ensuite, il y a le diagramme d'Ishikawa. Hada Ishikawa, comme son nom l'indique, donc il est japonais. C'est toujours la même chose. Donc on cherche, on identifie, donc le constat c'est les effets, c'est la situation. Ensuite on cherche quelles sont les causes qui sont responsables de ces effets-là. Pour faciliter la tâche, la règle des 7M, c'est-à-dire il a subdivisé les causes, si vous voulez, résident dans 7M. On va les voir sous forme des arêtes d'un poisson. Donc ça commence par M, moyen, milieu, moyen matériel,
main-d'œuvre, c'est-à-dire le personnel, MO, management, la matière, méthode. Donc, on subdivise, nous avons les 7 catégories, ensuite on fait l'analyse, on cherche, donc on identifie les causes, de telle sorte par la suite la flèche, c'est les effets. Donc c'est une façon, c'est toujours des cercles de réflexion, c'est la cellule assurance qualité élargie, ainsi de suite. Donc on peut agir, c'est des outils très simples mais qui sont très efficaces. Et ça peut être combiné, hein, un certain nombre d'outils, ils peuvent être combinés à la fois. Et en arrivant le dernier, ou l'avant-dernier, c'est ce que nous avons utilisé à CITIF, on l'a combiné avec l'analyse SWOT, et ça a été très efficace pour mettre en place la stratégie adéquate. Donc, il y a les 6 fameuses questions. Si vous avez remarqué tout à l'heure, la première conférence, j'ai mis les 6 questions. Pourquoi le projet de l'établissement, qui va le faire, c'est quoi, comment, et ainsi de suite. Donc, c'est des questions donc, dans une position interrogative. Donc, on se pose ces questions-là et on arrive à cerner, en quelque sorte, les causes qui ont fait que ça n'a pas marché dans telle activité ou tel résultat n'a pas été atteint. Donc, comme vous voyez, jusqu'à présent, la première, elle est un peu détaillée. Les 2 autres, Ishikawa ou Hadi, elles sont générales. C'est beaucoup plus de la réflexion. Les 5 pourquoi, donc c'est 5 questions successives. Pourquoi, on répond à cette question. Ensuite, un autre pourquoi qui va venir de la première réponse et ainsi de suite. On va voir juste l'exemple suivant pour faciliter la compréhension. Donc, pourquoi la question principale, c'est pourquoi l'insertion professionnelle des diplômés échoue. C'est-à-dire pourquoi il y a un fort taux de chômage chez les diplômés universitaires. Donc, il n'y a pas pratiquement l'employabilité par rapport aux diplômes que portent la contenu ces diplômés-là. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, pourquoi l'insertion professionnelle des diplômés échoue? La réponse, ils ne possèdent pas de compétences requises. On a parlé tout à l'heure d'enseignement, de connaissances et non de compétences. Donc, ils n'ont pas les compétences requises. L'autre question, pourquoi ils n'ont pas les compétences requises? Ils n'ont pas effectué de stage pratique en entreprise. L'autre question, pourquoi ils n'ont pas fait de stage pratique en entreprise? Les stages n'ont pas été programmés parce que le Canva, le cursus de formation, ils n'ont pas prévu les stages. Pourquoi ils n'ont pas été programmés? Tout simplement, les stages n'ont pas été prévus dans l'offre de formation. Pourquoi ils n'ont pas été prévus dans l'offre de formation? Tout simplement parce que les besoins des entreprises n'ont pas été pris en considération. C'est-à-dire, on boucle la boucle, on arrive à la cause principale pour répondre, si vous voulez, au problème principal. Au bout de 5 questions, c'est une moyenne. On peut, si on n'arrive pas à la réponse principale, on peut rajouter une autre et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un outil simple. On arrive à cerner le problème qui a fait que les étudiants n'arrivent pas, les diplômés n'arrivent pas à trouver de l'emploi avec leur diplôme. C'est pour ça que l'objectif d'un plan, d'un projet d'établissement, si vous voulez, on a parlé de professionnalisation de la formation. La conférence précédente. Les cercles de qualité. Les cercles de qualité, c'est des cercles de réflexion, donc un certain nombre de personnes qui se réunissent régulièrement pour traiter une problématique et arrivent à sortir avec une analyse. Donc c'est beaucoup plus libre pour les cercles de qualité. Le benchmarking, ça veut dire qu'on doit se comparer aux autres. Donc là où ça a marché, donc on doit, je ne dirais pas copier-coller, mais on doit adapter ce qui marche. On a pris l'exemple de Msila, donc ils utilisent tous comment dirais-je, les adresses professionnelles, les emails. Ils utilisent, c'est tout le monde qui utilise, parce que derrière, si vous n'avez pas le compte Google Scholar, si vous n'utilisez pas l'adresse professionnelle, donc par exemple, vous n'ouvrez pas droit au stage. C'est des choses de ce genre qui peuvent, par exemple, ça a marché à Msila, pourquoi ça ne marcherait pas à Béjaïa ou la Cité ou la Fi'al-Naba?
Donc il faut se comparer aux autres et tirer profit des expériences qui ont réussi ailleurs. Hadi, elle est très importante. À CITIF, on a utilisé le brainstorming ou remue-ménage et couplé à l'analyse SWOT pour préparer la stratégie de développement de l'université Farhat Abbas. Donc nous avons utilisé l'analyse SWOT et le brainstorming durant tout un semestre. Chaque mardi après-midi, donc on se réunissait et on prenait un domaine, on se dit par exemple aujourd'hui ce sera la formation, on prend un sous-domaine de la formation, la semaine prochaine un autre domaine et ainsi de suite, et on couplait entre l'analyse SWOT et cette analyse. Donc c'est un groupe, et ce groupe, donc on dit telle chose, on cherche les forces, les faiblesses, les opportunités, on fait le tour, on l'a sur des post-it, ça dépend, il y a plusieurs, on a, si vous voulez, une anarchie, chacun, une fois que l'idée est, chacun propose pêle-mêle l'idée, une idée par personne, et on fait le tour, et ainsi de suite. On rassemble l'ensemble des propositions, et il n'y a pas de critique, on refuse aucune proposition. Et on ne remet pas en cause, on répond pas aux uns, les uns ne répondent pas aux autres. Donc on met l'ensemble, ensuite on quantifie quelles sont les prioritaires, c'est-à-dire les plus urgentes à prendre en charge et ainsi de suite. Donc ça nous permet en quelque sorte de prioriser les actions à mettre en place, pas les actions, les objectifs à mettre en place en priorité. Donc il y a un animateur, un secrétaire pour prendre note, et là, ça peut être des post-it, c'est plus intime, chacun écrit ce qu'il veut, sans connaître ce qu'a écrit son voisin, ou ça peut être verbalement, donc autour d'une table, et ainsi de suite. Donc un animateur, un secrétaire, les différentes phases, constituer le groupe, le cadrage, la collecte des idées, le sujet à discuter, et ainsi de suite. Qu'est-ce que doit faire l'animateur ou le modérateur de la séance? Donc le rôle de l'animateur, il est là pour relancer le processus quand ça ralentit, c'est remue-ménage. Donc il faut que le maximum d'idées ressortent du groupe. C'est bon, c'est bon. J'ai détaillé ça parce que ça a été fait, c'est un outil très efficace pour la réflexion, pour le côté stratégique. هذه وصوت. L'analyse SWOT, on en a parlé tout à l'heure, ça fait partie. Donc c'est bon. Voilà, je suis dans les temps normalement. Je vous remercie.